Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Les Nations Unies disent craindre une guerre totale en Ukraine. L'OTAN, il faut le savoir, affirme que des troupes russes sont entrées dans l'est du pays, ce que dément Moscou. En tout cas, une chose est sûre, le cessez-le-feu n'existe plus depuis bien longtemps dans l'est de l'Ukraine. N'a-t-il d'ailleurs jamais existé? Depuis sa conclusion en septembre à Minsk, pas un seul jour ne passe sans qu'il n'y ait des affrontements. Alors risque-t-on, comme l'affirment les Nations Unies, une guerre totale? Que faire pour éviter un nouveau conflit? Faut-il prendre de nouvelles sanctions contre Moscou? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous, Catherine Durandin. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes professeure des universités, vous êtes historienne, auteure de l'OTAN, Histoire et Fin, point d'interrogation, qu'on peut retrouver donc sur le site diploweb.com. John Le Glang, bonsoir. Vous êtes directeur des études de l'Institut de la démocratie et de la coopération. Général Dominique Trinquant, bonsoir. Général, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en relations internationales, ancien chef de la mission militaire auprès des Nations Unies. Et puis nous sommes en duplex de Bruxelles avec vous, Raphaël Glucksmann, bonsoir. Vous êtes écrivain, réalisateur, fondateur bonsoir. De l'ONG Centre européen pour la démocratie. On dit de vous que vous êtes un peu le consultant de révolution. Vous avez conseillé, je sais que ça vous fait sourire, mais vous avez été un peu de toutes les révolutions d'ailleurs. Vous avez été de cette révolution ukrainienne et vous avez conseillé par ailleurs l'ancien président géorgien Saakachvili. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, le secrétaire général adjoint aux affaires politiques des Nations Unies. C'était mercredi. Nous sommes très inquiets du risque d'un retour à une guerre totale. Le conflit pourrait également continuer de cette manière pendant des mois, avec des combats sporadiques de faible intensité, suivis de périodes où les hostilités et les pertes humaines augmenteraient. Même si ces deux scénarios seraient catastrophiques pour l'Ukraine, un troisième scénario préoccupant serait celui d'un conflit gelé, persistant, qui maintiendrait le statu quo dans le sud-est de l'Ukraine ces prochaines années, voire ces prochaines décennies. Catherine Durandin, est-ce qu'on se dirige réellement vers ce que les Nations Unies appellent une guerre totale ou ce ne sont que des mots selon vous? Écoutez, je pense que c'est un mot qui a beaucoup circulé dans la commémoration de la guerre de 1914 et qu'on en est loin. Heureusement, je ne vois pas un scénario de guerre totale. Par contre, le point numéro 3, un conflit qui s'éternise à coup de temps en temps de négociations, recul de négociations. On passe l'hiver, on négocie un accord énergétique entre l'UE, l'Ukraine, la Russie. Et puis, de nouveau, on voit des camions, des blindés s'investir à l'est de l'Ukraine. Là, je crois que c'est tout à fait possible, effectivement, parce que les Russes n'ont pas véritablement intérêt à ce que ça cesse. Donc, vous pensez que c'est un conflit, en fait, qui va, si je vous entends bien, qui va s'enliser? C'est plutôt le sentiment que j'ai d'un point de vue d'analyse politico-idéologique. Vous êtes d'accord avec cette analyse, John Le Glang? Vous pensez conflit total, en partie, oui, mais pas fort? totalement. Je ne pense pas que la Russie ait intérêt à ce que le conflit continue. Je pense qu'au contraire, la Russie, en tant qu'État, a intérêt à ce que le conflit soit conclu d'une manière ou d'une autre. La Russie n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait une Ukraine déstabilisée sur ses frontières et qui sombre en plus dans la pauvreté et dans la guerre. Voilà la raison pour laquelle je dirais, j'ai écouté avec intérêt ce qu'a dit le représentant des Nations Unies, mais je pense que d'une certaine manière, un conflit gelé serait une moins mauvaise solution pour l'Ukraine qu'un vrai conflit militaire. Je ne souhaite pas un conflit gelé, mais je pense qu'un conflit gelé, c'est un conflit qui n'en est pas un et qui serait préférable à ce que nous avons actuellement, à savoir une escalade. Vous voulez réagir, Raphaël Glucksmann? Oui, dire que la Russie n'a pas intérêt à déstabiliser l'Ukraine est complètement surréaliste. Au moment où ils envoient des tanks, pour continuer leur offensive, après avoir annexé la Crimée, après avoir... je suis désolé, j'ai un retour en fait. C'est pas enlevez votre oreillette et parlez. Après avoir annexé la Crimée, après avoir envahi l'est de l'Ukraine, et au moment où des tanks entrent en masse sur le territoire ukrainien, la Russie évidemment a un intérêt très clair à déstabiliser l'Ukraine. La Russie ne veut pas autoriser la démocratie qui est issue de la révolution de Maïdan à se développer.
et fait absolument tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher cela. Maintenant, là où je suis d'accord, c'est que ce n'est pas l'intérêt profond de la nation russe, mais il se trouve que c'est l'intérêt du pouvoir russe aujourd'hui. En tout cas, il agit de cette sorte. Général Trinquant, tout d'abord ce mot de guerre totale, vous qui avez travaillé aux Nations Unies, ça veut dire quoi? Lorsque les Nations Unies disent quand même qu'ils craignent une guerre totale. C'est une guerre des mots, parce que je ne vois pas une guerre totale. Sur les scénarios qui sont élaborés, on va de la guerre totale aux conflits gelés. Les conflits gelés, il y en a qui sont en cours. La Transnistrie, pour ne citer qu'elle, est bien connue et dans laquelle sont impliquées des forces russes. Donc effectivement, je crois qu'on s'avance plutôt vers un conflit gelé. Il est probable que la Russie, dans cette affaire, est en train de mettre en place une nouvelle stratégie qui est très intéressante sur le plan militaire, puisque ce sont des équipements russes, indéniablement, qui arrivent dans l'est de l'Ukraine. Mais on ne peut pas parler de l'armée russe. Quand l'OTAN dit qu'il y a des troupes russes qui arrivent dans l'est de l'Ukraine, qu'il y a du matériel qui arrive dans l'est de l'Ukraine, est-ce qu'on peut croire l'OTAN? Non, alors c'est une guerre des mots, là. C'est pas l'armée russe, c'est pas l'armée russe, c'est de l'équipement russe. Il y a des volontaires russes, il y a probablement quelques forces spéciales qui est difficile d'identifier, mais ça n'est pas l'armée russe. Voilà. Et si vous voulez, il y a 25 ans, à l'époque du mur, dans les années 90, nous avions l'habitude de voir les images que nous voyons là, d'identifier les chars, les unités, et de dire, ça y est, il y a telle unité, et donc on déroulait le tapis russe derrière, et on savait quel était l'ennemi. Là, c'est totalement différent. Il y a des opposants. Je rappelle qu'en Ukraine, il y a deux partis et qu'il y a des opposants qui sont très certainement soutenus par la Russie et que la Russie a des intérêts, évidemment, à une certaine déstabilisation de l'Ukraine, mais donc est en train d'essayer de négocier en position de force. Mais de l'autre côté, les Ukrainiens qui ont toujours échoué dans leurs actions de force jusqu'à maintenant doivent se méfier d'aller trop loin parce que l'OTAN ne les suivra pas au point où ils l'espèrent. Catherine Durandin, cette question d'un internaute, où sont les preuves de la présence des troupes russes sur le sol ukrainien, comme le dit l'OTAN? Est-ce qu'on peut croire l'OTAN lorsque l'OTAN nous dit ça? Est-ce qu'on peut croire? Ou est-ce que c'est une guerre, comme le dit le général Trinquant, une guerre des mots, une guerre de communication? Finalement, est-ce qu'on n'aura pas besoin aujourd'hui de voir les images, d'avoir des preuves aussi concrètes? Bon, écoutez, si vous voulez des drones, on va revenir autour du débat sur les drones et les images. Non, je crois que c'est effectivement une guerre des mots, mais je voudrais aller au-delà de cette histoire de guerre des mots. Moi, ce qui m'inquiète, je suis historienne, donc je prends en considération le temps qui passe. Ce qui m'inquiète, c'est la longévité des conflits. Je connais bien la situation à Tiraspol, en Transnistrie, qui est une ville absolument surréaliste, et à Chisinau. Ces conflits qui s'installent finissent par séparer et rendre irréversible la séparation. Ça veut dire qu'un conflit durable entre l'Est et l'Ouest ukrainien, étant donné les contextes identitaires, amènera une séparation de la nation ukrainienne qui ne sera plus dans son intégrité. Et je pense que c'est la carte que joue d'ailleurs Vladimir Poutine, alors. Mais c'est la carte que je jouerais si j'étais russe. Bon, d'un côté, il y a des russophones, de l'autre, tout le monde parle russe en Ukraine à l'heure actuelle, mais de l'autre, il y a des gens qui ne veulent plus parler que ukrainien. Enfin, il y a des gens qui appartiennent à des églises différentes, sous des autorités différentes. Et c'est très important et on ne le dit pas assez. Il y a des gens qui dépendent du patriarcat de Moscou. Il y a des gens qui dépendent de l'église uniate, c'est-à-dire du Vatican. Ces gens-là, quand ils auront compté les morts et les blessés, et qui se seront pris à partie, vont se séparer, me semble-t-il, de façon assez radicale. Voilà. Et c'est là qu'il y a une responsabilité européenne. Que fera-t-on en longue durée? Une responsabilité de l'OTAN aussi, pour assurer la sécurité de ces personnes et de ces parties occidentales de l'Ukraine. Raphaël Glucksmann, vous êtes d'accord avec l'analyse de Catherine Durandin qui dit que finalement on va sans doute se diriger, si on continue justement dans ce conflit gelé, par une séparation finalement de fait entre l'Est et l'Ouest, et que c'est la carte que joue Poutine? C'est la carte que joue Poutine, c'est la carte que joue la Russie. C'est absolument fondé sur des réalités, la réalité de la diversité de la société ukrainienne. Simplement, ce que j'aimerais dire, c'est que dans les partis russophones, puisqu'on parle de partis russophones, il y a eu des élections. Les Russes actuellement et les pro-russes ne contrôlent pas toutes les partis russophones et que les électeurs russophones ont voté en grande partie pour des partis pro-européens. Le président Poroshenko
a été premier à Odessa, dans la région d'Odessa, qui est une région russophone et traditionnellement très hostile au nationalisme ukrainien. Donc la carte russophone a été utilisée par la Russie et n'a pas mobilisé les foules russophones à travers l'Ukraine. Dniepopetrovsk, qui est aussi une ville russophone d'Ukraine, est fermement du côté de Kiev. Donc effectivement, les Russes vont essayer de déstabiliser et de peut-être démembrer la Russie. Ils ont déjà fait la même chose en Géorgie. Ils ont beaucoup joué sur les conflits gelés en Moldavie et effectivement en Transnistrie. Et c'est une carte pour eux pour empêcher la continuation des réformes en Ukraine. Et c'est ça l'enjeu, à mon avis, c'est plus Kiev que Donetsk pour les Russes. Vous êtes d'accord avec ça, John Le Gland? On se dirige vers une volonté donc russe de démembrer l'Ukraine et surtout d'affaiblir Kiev. Ce sont des fantasmes, mais on les connaît bien et ça, à chaque fois, c'est ressorti Poutine ceci, Poutine cela. Non, j'adhère beaucoup plus à ce qui a été dit par mes deux interlocuteurs de tout à l'heure. Je ne crois pas, moi, à la présence de troupes russes sur l'Ukrainien. Donc vous pensez que l'OTAN ment? Je pense que l'OTAN ment. Je pense que l'OTAN ment depuis le début du conflit. Nous avons entendu, notamment dans la bouche du général Bridlov, j'ai envie de dire Strangelove, que la Russie envahit l'Ukraine. Il le dit à peu près toutes les 4 semaines. Il l'a dit en avril, il l'a dit en juillet. Eh bien, nous sommes toujours en train d'assister à une invasion russe de l'Ukraine, selon lui. Il n'en est rien. Je partage beaucoup plus l'analyse, beaucoup plus fine du général Trinquant. Alors, autre question, est-ce que la Russie fournit les rebelles séparatistes en armes? C'est possible. Donc là, vous ne dites pas quand même, c'est impossible. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que l'OTAN fournit Kiev avec de l'équipement létal et non létal, c'est-à-dire avec des armes et avec de l'argent. Ça, nous le savons avec certitude, puisque cela a été dit au sommet de l'OTAN au pays de Galles. Je pense, vu le fait qu'il y a un énorme soutien populaire en Russie pour la cause des Russes en Ukraine, il est tout à fait possible que des armes passent à travers cette frontière qui d'ailleurs est totalement ouverte. Mais est-ce que l'État russe est impliqué? Je n'en sais rien. Je suis très sceptique quant aux déclarations de l'OTAN, parce que nous ne devons jamais oublier que l'OTAN est partie à ce conflit. L'OTAN est une partie de ce conflit, donc nous ne pouvons pas nous attendre d'une quelconque neutralité. Pourquoi l'OTAN est partie de ce conflit? Parce qu'elle soutient Kiev? Veut que l'Ukraine intègre... Alors c'est les Ukrainiens peut-être qui veulent intégrer l'OTAN. Non, c'est pas ce qui a été dit non, mais, le sommet du pays de Galles. Non, attendez, excusez-moi, je me suis peut-être mal exprimé. L'accord d'association avec l'Union européenne c'est autre chose, mais c'est pas tout à fait autre chose non plus, parce que dans l'accord d'association, l'Ukraine doit faire converger sa politique étrangère et de défense avec celle de l'Union européenne, qui, grâce au traité de Lisbonne, converge avec celle de l'OTAN. Donc, en passant par le traité de Lisbonne, il y a quand même, noir sur blanc, une sorte d'intégration de Kiev dans l'orbite de l'OTAN. Si c'est une volonté, justement, des Ukrainiens, aujourd'hui, de se rapprocher de l'Union européenne, de se rapprocher de ces valeurs peut-être démocratiques de l'Union européenne, s'il y a une volonté des Ukrainiens, finalement, d'être protégés par le parapluie de l'OTAN, pourquoi ne pas les laisser aller vers cette volonté-là? Je pense que nous devons être très sceptiques sur la volonté des Ukrainiens. Les élections qu'a évoquées tout à l'heure Raphaël Glucksmann, il y a eu un taux d'abstention de 60%, n'incluant pas les régions à l'Est. C'est-à-dire que seulement 30% des Ukrainiens ont voté sur tout le territoire qui est contrôlé par Kiev. Je n'y vois pas un très grand enthousiasme pour le projet occidentaliste. Raphaël Glucksmann voulait réagir, ensuite Général Trinquant. Non, il y a eu des élections démocratiques en Ukraine qui ont été jugées démocratiques par absolument toutes les organisations internationales qui les ont surveillées. Ces élections ont été très claires. Les partis pro-européens et pro-occidentaux ont très largement, rassemblant 80% des votes, gagné ces élections. Les Ukrainiens ont fait une révolution, justement, à propos du rapprochement avec l'Union européenne et de l'accord d'association dont vous venez de parler. Donc, ce que je pense, c'est qu'avant de tirer des plans sur la comète et de parler d'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui n'est pas d'actualité aujourd'hui, et l'OTAN est d'ailleurs assez réticent à cette idée-là, il faut écouter ce que les Ukrainiens veulent. Les Ukrainiens veulent le rapprochement avec l'Union européenne, et c'est précisément ce pourquoi, aujourd'hui, la Crimée a été annexée, et il y a les troubles qu'on connaît dans l'est de l'Ukraine. Par ailleurs, dire que vous ne savez pas si la Russie fournit des armes aux combattants à l'est de l'Ukraine, alors que des colonnes de tanks filmées
par des citoyens ukrainiens sont partout sur Internet et on voit la frontière, les colonnes passer et on connaît l'état de contrôle de la Russie, en particulier dans cette région, c'est impossible que ce ne soit pas l'État russe qui les fournisse. Donc il faut être sérieux, je pense. Général Trinquant. Oui, juste, je voudrais revenir sur 2 points. D'abord, le rapport de force. L'OTAN, la Russie. L'OTAN, à l'évidence, a intérêt à faire monter la mayonnaise, si j'ose dire. Je rappelle que l'OTAN a terminé ses opérations en Afghanistan et l'OTAN doit vivre avec des opérations. C'est une opération toute trouvée pour travailler. C'est terrible ce que vous dites. Hein. C'est terrible, mais c'est la réalité. C'est la réalité. De l'autre côté, monsieur le président Poutine, de son côté, a besoin d'une épreuve de force également. Il a besoin d'une épreuve de force en interne pour la population russe. Sentiment nationaliste, voilà, exactement. Il est très, très bien. Les Russes, oublier les oppositions. Oui, les Russes sont très soudés autour de cette vision-là, qui met un terme aux 25 ans qui viennent de s'écouler, dans lesquels la Russie était oubliée par l'Ouest, était devenu un pays oublié. Donc je crois que ces rapports de force, c'est quelque chose d'important. Et le troisième point sur lequel je voudrais revenir, et qui est le problème des conflits, c'est la longévité des conflits. Et là, je suis tout à fait d'accord avec madame. Le problème, c'est que rentrer dans un conflit comme ça, s'installer dans un conflit gelé, par des rapports de force, on arrive à séparer des gens qui pourraient négocier par ailleurs. Et donc, le problème, c'est d'empêcher ce rapport de force, de limiter ce rapport de force, donc ne pas monter d'un côté et de l'autre, aussi bien du côté de l'OTAN que du côté des Ukrainiens, parce que l'OTAN appuyant les Ukrainiens jouent la surenchère en permanence face à des extrémistes, des séparatistes, russes. Ce que vous dites aussi, Général Trinquant, c'est qu'il y a aussi aujourd'hui une responsabilité, moi je vous entends bien, des Européens, de l'OTAN et des Ukrainiens. Finalement, on pointe souvent du doigt en Europe la responsabilité de Vladimir Poutine. Dans cette affaire-là, Vladimir Poutine n'est pas seul responsable. Il n'est pas seul responsable dans la montée aux extrêmes, dans la montée de la violence. Je rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, lorsqu'on parlait des villes de l'Est qui étaient bombardées, elles étaient bombardées par l'armée ukrainienne, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et donc la violence vis-à-vis des civils, c'était bien l'armée ukrainienne qui le faisait. Alors les séparatistes ont leur responsabilité, les Ukrainiens ont la leur, en particulier juste après la Révolution, en ayant interdit la langue russe, en ayant radicalisé les gens. Il y a eu des élections dimanche dernier dans l'Est qui sont complémentaires un peu. Pour quelle raison? Simplement parce qu'ont été désignés des responsables à l'Est. Et maintenant, il y a des interlocuteurs. Mais est-ce que ces élections sont crédibles? Ces élections qui ont eu lieu dans l'Est du pays, notamment à Donetsk et Lugansk. Je ne rentrerai pas dans le débat des 60%, 40%. Je dis simplement que des responsables ont été désignés, que ces responsables sont des interlocuteurs. Et dans le dialogue, il faut des interlocuteurs. Et ces interlocuteurs existent. Et donc aujourd'hui, il faut empêcher cette montée de la violence pour arriver très rapidement à des négociations avec des interlocuteurs désignés. On fait une petite pause, le temps du rappel des titres et je vous laisserai réagir évidemment Catherine Durandin à ce que vient de dire le général Trinquant, mais je voudrais qu'on essaie de savoir si aujourd'hui, quelle sortie de crise, est-ce qu'il faut de nouvelles sanctions contre Vladimir Poutine? Est-ce que c'est la solution? Je sais que John Le Glang ne sera pas d'accord avec ça. On en parlera également avec Raphaël Glucksmann qui est avec nous en direct de Bruxelles et qui parle peut-être de cette crise ukrainienne justement à Bruxelles. A tout de suite.